Ouais. Vas-y. C'est-à-dire, je pense que l'une des périodes les plus difficiles, c'est la transition entre l'école et le travail. Ouais. Tu sais, cette période-là. Une fois que tu es dans le travail, tu as l'expérience, etc. Après, trouver un autre travail, ça devient presque un exercice de jonglage entre différentes entreprises, passer des entretiens. Mais Get me rowdy. Donc, salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc sur notre chaîne Enyani School. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale podcast. Donc, c'est le premier podcast donc d'une série de podcasts que je vais faire à partir de maintenant. Et l'objectif, au fait, c'est de parler avec des experts dans le domaine des données. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Fishal Zwin, qui est un expert en data science dans le domaine du marketing, des médias. Il va nous parler un peu de son parcours et puis nous donner un peu d'informations sur ce qu'il fait concrètement. Donc j'espère que vous allez profiter de la vidéo pour apprendre plein de choses. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, donc de liker la vidéo, de partager avec des gens qui seraient intéressés. Et nous, ça nous fait plaisir de toujours vous revoir donc sur la chaîne. Donc merci beaucoup et à plus pour bonne séance. Ciao, ciao. Donc voilà, très 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 content de t'avoir, Féchal, aujourd'hui dans mon podcast. Donc au fait, l'objectif du podcast, c'est vraiment de rencontrer des experts, donc des experts dans le domaine du data, et puis de discuter avec eux, un peu de parler de c'est quoi leur parcours, c'est quoi leur expérience et quels conseils pour les jeunes. Donc, je suis très, très, très honoré de t'avoir aujourd'hui là. Il est quelle heure chez toi? Il est actuellement? 6 heures du matin, là. Donc, merci beaucoup parce que tu t'es réveillé tôt pour moi. Et donc, pour tous ceux qui vont suivre la vidéo, on tourne la vidéo à 6 heures du matin, Fichal s'est réveillé. Et je vois le globe terrestre derrière toi. Tu es sur quelle partie du continent? Tu es actuellement, Là, en ce moment, je vis aux États-Unis et je réside à Miami. tu es à Miami. Ouais. Il fait quelle température là-bas? Je t'avoue qu'il c'est pas mal. En journée, il fait à peu près facilement entre, je dirais 20 degrés, 20, 25, Ouais, ça dépend des jours. ouais. Mais là, ce matin, il fait un peu frais, hein. Ah, Tiens, pour nous, dès qu'il fait à peu près 15 degrés, c'est froid. ah, mon Dieu. Je peux pas savoir, moi, du Québec, comment est-ce que 15 degrés, ça me ferait plaisir d'avoir 15 degrés de mon côté. Donc, J'imagine. ben, écoute, tu m'enverras un peu de 15 degrés ici parce que nous, on a la neige. On a une tempête de neige aujourd'hui, pour te dire. Ah, Ouais. Bon, écoute, ça me fait vraiment plaisir, comme je disais, de t'avoir sur l'appel. Et puis, je sais pas, j'ai prévu quelque chose pour dire, voilà, Féchal, c'est un expert. Même si tu n'aimes pas qu'on dise que tu es un expert, c'est un expert en data science qui a travaillé dans le domaine de finance, des médias. Il a fait un parcours de la France aux États-Unis en passant par l'Asie, sur Singapour, où il a travaillé. Et il est très spécialisé dans tout ce qui est machine learning, deep learning et mixed marketing modeling. C'est des choses qu'il voit et qu'il a eu à travailler dedans. Donc, euh, voilà, j'ai voulu résumer. Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur toi, mais euh, comment ça se passe cette transition-là de Boulogne-sur-Mer à Miami? C'est-à-dire que du littoral de la côte jusqu'à une autre côte aux États-Unis. Parle-moi un peu de ton parcours, Féchal. ouais, donc c'est vrai en fait que beaucoup de gens ont une voix et savent directement ce qu'ils veulent faire et donc du coup ont une route un peu toute tracée. Et pour moi en fait ça n'a pas été le cas. Dans le sens où j'ai étudié, je veux dire même tout au départ, si je reviens vraiment vraiment à la base, j'ai même fait des études de fac de sport Oh, pour après faire des études en finance, OK. en ingénierie du management, ensuite en finance et ensuite en data science et ensuite en tout ce qui est marketing
modeling, analysis. Donc ça a été vraiment en fait une période avec beaucoup de transition où j'ai beaucoup appris et en fait c'est une accumulation de connaissances au bout du compte. Donc j'ai eu la chance, bon, on s'est rencontrés au MBA en finance à Paris. Ouais, c'est ça, pour Euh, la petite histoire, on s'était rencontrés à Paris au MBA et puis entre-temps, moi je suis parti au Canada. J'ai pas pu terminer le MBA, effectivement. ouais. Ouais. Donc c'était c'était une superbe expérience et c'était ravi de te rencontrer là. Mais donc ouais, pour raconter ensuite, après avoir fini le MBA en finance, avoir travaillé un peu sur Paris, euh, j'ai toujours eu cette envie de partir et de voyager et de faire autre chose. Donc j'étais parti en Australie. Arrivé en Australie, j'étais un peu surpris que en finance, finalement, le marché australien est plutôt réduit en fin de compte. Et c'est beaucoup de gestion de patrimoine et gestion de tout ce qui est les retraites, etc. Et Mhm. c'est beaucoup de diplômes locaux en fin de compte là-bas. OK. Donc du coup, j'avais pas pu vraiment trouver ou développer un travail dans cette carrière-là. Et Mhm. c'est là en fait que la transition s'est faite vers tout ce qui est média, en fait, tout ce qui est marketing pour les agences de média marketing. Mhm. Donc, et à partir de là, moi, j'avais jamais su en fait comment les agences de marketing fonctionnent en fait. Globalement, j'ai jamais su comment tout ça se passait derrière le rideau, si Mhm. tu veux. Et donc je me doutais pas au départ qu'il y avait énormément en fait de data science, de statistiques derrière. Et c'est impressionnant en fait parce que il y a énormément de statistiques. Et donc j'ai plongé dans cet univers-là et c'est un univers qui me plaît. Et du coup j'ai poursuivi en fait. Quand je déménageais à Singapour, de Sydney à Singapour, j'ai continué à travailler pour des agences de marketing, notamment Dentsu, qui est une agence japonaise. Donc j'avais travaillé pour pratiquement presque un an là-bas et ensuite j'ai déménagé à New York pour une expérience à New York là-bas. Et à New York, pareil, j'ai continué à faire un travail pour deux agences de médias différentes. Et aujourd'hui, voilà, je travaille toujours pour New York depuis Miami, mais je suis en phase de transition pour un autre travail et à San José en Californie. Donc Wow. toujours pour les agences de marketing. Et ouais, c'est une superbe expérience. Donc là, ça fait quoi? Donc ça fait Paris, donc Boulogne-sur-Mer, Paris, Paris, Sydney, 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 Singapour, Singapour, New York, New York, Miami et bientôt Californie, c'est ça? exactement. Ouais. Ça fait beaucoup d'adresses. Ça, c'est un vrai groupe auteur, hein. Peut-être que après tu vas faire un tour en Afrique aussi, on ne sait jamais, hein. Bah Et écoute, s'il y a ça des m'intéresserait, tu savais. tu associes le voyage, c'est de découvrir d'autres horizons parce que ça aide beaucoup aussi hein, de voyager beaucoup parce que ça t'ouvre l'esprit. Et je pense que dans le domaine du data science, l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est pour pouvoir comprendre les données, comprendre différentes logiques de business. Parce que, comme tu l'as dit, tu as travaillé en finance, tu as travaillé dans les médias. Je sais que tu m'as dit que tu as travaillé un peu aussi avec l'automobile, avec une compagnie d'automobile aussi, quand on préparait l'interview. Donc, parcours très enrichissant. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup touché. Et puis, c'est ça que je voulais partager un peu avec l'audience, c'est de comprendre que le parcours n'est pas linéaire. C'est un parcours qui est différent selon chaque personne. C'est selon chaque personne. Nos routes se sont croisées au NBA, finance, mais après, j'étais très content de te voir sur LinkedIn à New York, etc. à côté. Euh, il y a, comment est-ce que tu décrirais ce terme-là ou ce métier, data scientist ou data science pour toi? Parce qu'il y a il y a tellement d'avenues, il y a tellement d'angles, dans le sens où un ingénieur en données, quelqu'un qui fait du data analytics, quelqu'un, c'est assez large, je sais, mais de ton point de vue, ce n'est pas une définition estampée, internationale, etc., mais de ton point de vue, si tu as décrire ce métier à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine,
comment tu décrirais simplement ton métier de data scientist? C'est une bonne question parce que c'est vrai que ça fait objet de plusieurs interprétations. En fait, il y a Exact, énormément, il n'y a pas une définition globale qui réunit toutes les pensées. exact. Selon moi, et très humblement, je pense tout simplement que le data science, c'est le fait de pouvoir, c'est le fait de pouvoir, en fait, à travers des données, extirper des insights, en fait, si tu veux, d'extirper des insights et pouvoir faire des prédictions avec, tout simplement. Donc, c'est très, très, très vague, mais c'est vraiment pouvoir prendre des données brutes, en fin de compte, et il y a un process de nettoyer les données, de pouvoir ensuite faire statistiques et ensuite faire de la visualisation pour les présenter. Et, euh, et ce process-là, en fait, c'est les data science. Donc après, il y a énormément d'interprétations, etc. Mais je pense vraiment qu'à la base, c'est pouvoir extirper des insights, comment dire en français, je ne me rappelle plus. Des, Des, euh, c'est des, ouais, des des, euh, insights, des informations clés ou exactement, des informations clés à partir importantes de données brutes, en fin de compte. ou pouvoir Donc, déterminer des patterns, déterminer des exactement, tendances ou tirer de l'intelligence donc sur des données au fait, des insights. exactement, exactement. Parce que, en fait, si tu veux, toutes les entreprises, maintenant, en fait, avec le digital, toutes les entreprises ont énormément, énormément de données. Exact. Et énormément d'entreprises ne savent pas quoi en faire en fin de compte. Ils sont assis sur une base de données donc ils ne savent pas. Et Ouais. si tu veux, ils ont besoin de personnes qui sont capables de prendre les données et d'en tirer des patterns, etc. Comme tu disais, des insights pour aider le business ou autre. Exact. Donc, très, très, très bonne définition. Franchement, je ferais pas mieux. Je pense que c'est assez clair, au fait. C'est que ce que tu dis, c'est que il y a les données, et puis des données, toi, tu vas travailler pour aller sortir de l'information de ces données-là. Donc, les compagnies sont assises sur les données qu'ils n'utilisent pas. Toi, tu prends tes données et puis tu en sors des insights. Mais pour faire cela, comment tu as décrit un peu le process, mais est-ce que tu peux, par exemple, me donner quelques exemples d'outils technologiques ou, par exemple, des modèles, des choses terre à terre, pas forcément très complexes que tu utilises pour quelqu'un qui connaît un peu le data science, les outils que tu utilises, par exemple, au jour le jour dans ton travail, dans des différentes missions que tu as accomplies. Ouais, euh, donc en fait, si tu veux, à la vraiment, vraiment basique, si tu veux, souvent quand je travaille avec des données qui est énorme en fait. En fin de compte, du coup, il y a Du big énormément de data, bases de données. du big Ouais, data. voilà. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille souvent sur des logiciels qui s'appellent R ou Python, OK. qui nous permettent de programmer en fin de compte. Donc, à partir de là, moi, ce que je veux faire, c'est créer en fait tout simplement des codes sur ce code pour pouvoir créer une espèce de pipeline pour capturer en fait les données et en fait si tu veux en fait et les retravailler surtout le process en fin de compte de nettoyer les données de pouvoir tout ce qui est à partir du moment du raw data jusque entre guillemets, nettoyer les données et les préparer pour le modèle, tout ça, ça prend en fait ce qui prend le plus de temps. Exact. Et ensuite, ce qu'on fait là, tout de suite, c'est avec mon travail dans le Media Mix Modeling, c'est une fois qu'on a ces données, on crée des modèles statistics pour étudier les tendances au niveau du marketing. Donc, on a des modèles où ça va être basé sur c'est créer tout simplement quelques modèles statistiques pour voir en fait quelles sont les rentabilités ou quelles sont sur les différentes media channels, si tu veux. Si tu es une entreprise, par exemple, elle va dépenser de l'argent en marketing.
Ok. Elle va aller dépenser de l'argent que ce soit sur des campagnes publicitaires télévisuelles ou que ce Mhm. soit sur tout ce qui est print, le digital, Ouais. en fin de compte, ou tout ce qui est YouTube, streaming, Hulu, etc. Et Mhm. nous, on récupère en fait toutes ces données. Ok. Et une fois, parce que si tu veux surtout le offline, mais surtout le online, en fait, ce que tu fais quand tu cliques sur quelque chose, quand tu regardes une La advertisement. navigation sur les Exactement. En sites, fait, sur la vidéo, tout ça, tout ça, c'est comment dire, recordé. En fait, ça, c'est enregistré. Et enregistrée. en fait, ces données, nous, on les récupère et ensuite, on crée des modèles statistiques. Donc, on va regarder tout ça, on va créer des modèles statistiques pour voir en fait ce qui a marché, ce qui a le moins marché, faire en fait des retours sur investissement, savoir ce qui a le meilleur, ce qui a le moins, et aussi après où investir. Ce qui est la plus importante de cette question, c'est où investir le prochain dollar en fin de compte, c'est savoir euh, et comment en fait comment interpréter les campagnes publicitaires, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Et ça, c'est une des parties des composantes en fait qu'on peut faire. Il y en a d'autres aussi dans lesquelles on s'attaque sur les audiences, etc. Ce qui est un peu plus poussé avec beaucoup de machine learning derrière aussi pour savoir en fait pour essayer de disséminer le type d'audience pour essayer de voir s'il y a un changement au niveau des audiences ou autre et de faire des prédictions en fin de compte et tout ça c'est utilisé pour optimiser la performance du marketing investment. Wow, wow. Donc, si je comprends bien, si je peux résumer, c'est que tu aides au fait les compagnies de médias à investir de manière intelligente leur argent dans les campagnes publicitaires. Donc, en fait, tu les aides à trouver quels sont les endroits où ils doivent mettre plus d'argent, quels sont les types de campagnes qu'ils doivent plus développer parce que par le passé, ils ont marché. Donc, toi, ce que tu fais, c'est qu'à chaque fois qu'ils lancent des campagnes, tu récupères le résultat de ces campagnes-là. Est-ce que les gens ont cliqué? Est-ce que les gens ont vu? Combien de temps les gens ont regardé cette campagne publicitaire, etc. Et avec cette information-là, tu utilises des outils comme R, Python pour pouvoir créer au fait, un pipeline, nettoyer les données parce qu'il peut y avoir des erreurs, euh, des erreurs dans toutes les données. Vous faites cleaner les données, puis après, tu fais de la modélisation pour leur montrer les choix ou les stratégies possibles à utiliser dans leur prochaine campagne. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Ça doit être très challengeant, hein. Et je me pose la question, c'est quoi dans ton métier le plus grand challenge? C'est au jour le jour, quand tu travailles, qu'est-ce qui est... Est-ce que c'est de récupérer les données qui est challengeant? Est-ce que c'est de le cleaner qui est challengeant? Parce que si je peux décrire un peu en trois strates, c'est tu récupères, tu traites, tu travailles, ou c'est modélisé, ou bien c'est de proposer les stratégies. En fait, où est-ce que tu as plus de challenge, ou bien dans tout le process, c'est challengeant? C'est quoi le plus grand challenge pour toi? Dans le process intégral, il y a des challenges dans chaque partie en fin de compte. Parce que si Ouais, tu veux, quand tu récupères les données, comme tu dis, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours si tu veux, quand tu récupères les données, ensuite, nous, on a notre équipe de data analyst, data scientist. Et ensuite, il y a aussi beaucoup d'équipes de stratégistes, les gens qui créent ok, les publicités. On a le groupe qui travaille sur les réseaux sociaux, dans le digital, etc. Et en fin de compte, nous, en fait, quand on récupère tout ça, et après avoir nettoyé les données, etc., on fait énormément de meetings aussi en interne pour comprendre en fait les données, savoir ce qui s'était passé, comment ça se fait qu'on a énormément, par exemple, d'impressions. Les impressions, c'est quand tu regardes une annonce euh, pour certaines. Et en fait, des fois, c'est comme tu dis, puisque des fois, tu peux avoir des erreurs dans les données, tu peux avoir, ouais. c'est pas, malheureusement, vu pas dans un monde parfait, et parfois, il y a des erreurs. Et c'est, même dans ces données, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a énormément changé depuis le dernier, Dernière mise les à derniers jour. mois, etc., etc. Voilà, et donc, de comprendre ça déjà. Ensuite, la partie modèle, elle a ce problème aussi dans le sens où on modèle, mais il faut, comme on fait du media mix modeling, media mix modeling, ça va être légèrement différent de la data science, dans le Ok, sens où
Data Science, quand tu crées tes modèles, tu vas regarder et créer une régression linéaire ou ce que tu veux. Tu vas prendre tes données, tu vas les mettre créer dans un algorithme. Cet Ouais. algorithme, il va te donner une prédiction et tu regardes en fonction de ta prédiction si la- tu vas tester tes prédictions, savoir si le taux Le score. d'accuracy, voilà, il va être Ouais. bon ou pas. Mais quoi qu'il arrive, les données que tu vas rentrer dedans, pratiquement euh, si les valeurs, s'il y a des valeurs négatives, positives ou autres, ou certains coefficients, je sais pas si tu fais une régression linéaire, tu, ça pose pas un problème. Ton premier objectif, c'est d'avoir en fait un score au bout qui tient Ok. la route, parce que Exact. tu vas entraîner ton algorithme sur un train test, Exact. sur et ensuite tu vas regarder sur un test pour savoir en fait tu vas les tester Exact. pour voir si les données sur lesquelles tu as entraîné ton algorithme, finalement, elles sont capables de généraliser si ton algorithme est capable de donner une bonne accuracy sur des données qu'il a jamais vues. Donc, en Exact. fait, et donc ça, c'est purement data science, où là, nous, on va se différencier un peu, c'est media mix modeling, où on a quand même il faut que ça donne un sens au niveau business, dans le sens où quand tu vas faire une régression linéaire, des fois tu vas faire ta régression, tu vas mettre tous tes médias, etc. Et quand on modélise, on modélise avec les compétiteurs, on regarde à peu près comment ils ont dépensé, etc. On essaye de mettre tout ce qui est des variables macroéconomiques aussi pour Exact. voir un peu comment tout ça, en fait, dans tout ça s'emboîte, si tu veux. Mhm. Et des fois, quand tu modèles, il se peut que tu aies des variables, en fait, qui deviennent négatives, c'est avec des coefficients négatifs. Et en fait, le problème, c'est que avoir un coefficient négatif, ça veut dire plus tu dépenses de l'argent en marketing dans une télévision, et finalement, c'est moins, c'est bon, en fait, voilà, plus ça. C'est pas Et ça rentable. met pas de sens. Ça met pas de sens. Donc, des fois, en fait, il faut retravailler la base, il faut retravailler le modèle Ouais. pour que ça donne un sens au niveau du business, en fait. Exact. Et donc, si tu veux, la, la difficulté, c'est de savoir, en fait, quand tu modèles, à quel moment ou comment retravailler cette variable, si tu veux, pour qu'elle mette un sens en termes de business. Exact. Et donc, des fois, ça peut prendre du temps, parce que c'est pas juste statistics pour statistics, mais c'est vraiment Exact. statistics avec un business impact derrière. Et il faut que tout ça, en Exact. fait, make Mais sense. ce que tu dis est très, très intéressant parce que tu sais, c'est quelque chose que j'observe aussi c'est dans le monde du travail professionnel parce que lorsqu'on est jeune, data scientist et qu'on est vraiment très amoureux, très fou des statistiques, des modèles, on connaît presque tous les modèles possibles et qu'on a envie juste de prendre des données et puis d'appliquer des modèles, on oublie ce côté business-là parce que au fait, tu vas faire de la modélisation. Oui, des fois, tu vas trouver des trucs bizarres qui font du sens. C'est-à-dire que tu vas trouver des patterns qui sont comme hors sens côté business, mais qui, c'est parce que personne ne l'a constaté dans les données que tu viens de découvrir ça. Mais souvent, il y a un cadre business qu'il faut respecter dans le sens où euh, par exemple, dans le domaine bancaire, je dois faire attention à tout ce qui est risque. C'est-à-dire que quand j'investis, c'est combien je suis prêt à perdre, est-ce que c'est rentable? Donc, il faut mettre des facteurs. C'est pas juste de faire un modèle et dire, OK, investis 10 millions, ça va te donner, je sais pas, 50 millions automatiquement. Non, non, non. Il y a, comme en assurance aussi, c'est pareil. Donc, il faut toujours, il y a ce challenge-là que les jeunes data scientists se confrontent, hein. Je pense que ce n'est pas juste dans le domaine du média, mais de manière générale, ce n'est pas parce que ton modèle a un bon score que ce modèle-là est le modèle qui va faire en sorte qu'en production, la compagnie va rentabiliser au fait la stratégie que tu proposes. Et donc, il faut toujours se faire accompagner par, comme tu dis, des stratégistes, des gens qui connaissent le secteur, le domaine et qui peut, si tu n'es pas expert dans le domaine, donc c'est des gens qui vont t'orienter un peu, te dire c'est quoi le threshold, donc c'est-à-dire que c'est quoi la balance entre la modélisation et puis le business
c'est la réalité du business au quotidien. Donc, Exactement. c'est vraiment très, très intéressant que tu nous parles de ça. Euh, Tu as dit quelque chose aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est que lorsque tu as le processus de data scientist, on fait juste de la modélisation. Euh, dans, dans, dans ton cas, est-ce que la dernière fois, j'ai trouvé un article sur Google et puis ça me disait les 101 euh, modèles algorithmes de machine learning qui existent. Donc, il y avait du decision tree, du Bayésien, neural network, il y avait les régressions linéaires et tout ça. Dis-moi, lorsque tu fais du marketing mix modeling ou bien quand tu travailles, est-ce que tu utilises tous les 101 algorithmes pour... Non. C'est quoi le modèle que tu utilises, au fait? Non, nous, c'est juste. Comment tu les choisis? Pour nous, c'est très simple, c'est régression linéaire. OK, Tu choisis, d'une manière générale, tu choisis l'algorithme en fonction de ce que tu veux, de tes données. Si tu veux aussi, par exemple, pour nous, derrière, il y a une régression linéaire, parce que si tu veux, tu rentres des données et il faut trouver des chiffres, si tu veux, ou c'est des rentabilités, en fait, retour sur investissement. Donc, tu veux c'est des time series analysis, si tu veux. OK, Donc, voilà, c'est des multirégressions linéaires. Ensuite, comment tu choisis ton algorithme? Tu as énormément d'algorithmes qui sont aussi versatiles, comme tu disais, Decision Tree, ou qui peut être exact, utilisé pour souvent ce qui est classification. En fait, je pense, par exemple, tu parlais d'assurance ou même du bancaire, par exemple, pour tout ce qui est quand les gens, quand la banque te demande en fait, quand tu fais un retrait bancaire, tout simplement, il y a derrière des analyses en fait, en fin de compte, pour savoir est-ce que ce retrait est frauduleux ou est-ce que tu l'as vraiment fait. Tout ça, c'est des decision tree par exemple, ou énormément de aussi XGBoost, etc. C'est d'autres modèles pour classification en fait, pour savoir. exact, C'est tout simplement, c'est de se dire, euh, tu as pris autant d'argent, telle location, comme ceci, cela, et à la fin, c'est un oui ou non. C'est est-ce que c'est legit ou pas. Et exact. donc, en fin de compte, en dépendant de ton problème, tu vas choisir euh, ton algorithme. Donc après, énormément là d'algorithmes qui sont, en fait, régression linéaire, ça va être le plus commun. Exact. Decision tree, XGBoost, etc. Ça va être plus que classification. Ça peut être spam, email, ça peut être, comme tu disais, par exemple, des retraits bancaires. Ça peut être, euh, voilà. Ensuite, tout ce qui est neural network, ça va être plutôt sur, maintenant c'est utilisé énormément, va sur à peu près énormément de problèmes. Donc, de Tout la ce qui est versatilité. reconnaissance d'image, reconnaissance Ça visuelle et peut tout être ça. Le test audio, aussi, image, ça peut être aussi même tout ce qui est. Ouais, gestuelle. voilà, en fait, il y a énormément d'applications avec Neural Ouais. Network. Tout ce qui est NLP aussi, des fois, tu peux l'utiliser. Donc, Exactement. ouais. Non, c'est super intéressant, mais tous ces modèles-là, parce que là, tu m'as un peu brossé ton parcours. C'est un domaine qui est très, très évolutif. Comment tu fais pour te tenir à jour concrètement? Parce que moi, je regarde un peu le domaine du data science. J'ai envie de suivre, j'ai envie de m'intéresser. Mais à chaque jour que je me réveille, que ce soit sur LinkedIn, sur Google, dans les YouTube, chaque jour, il y a de nouveautés. Comment tu fais? Comment toi, tu fais personnellement pour te tenir à jour? Euh, ouais, c'est vrai qu'en fait, en fin de compte, c'est un univers qui va en fait très très vite. Ouais, On peut pas tout connaître. Il y a des spécialisations ensuite, en fin de compte, par rapport à toi, exact. ton industrie, etc. Et par exemple, certains sont spécialisés en finance, d'autres parlent plus maintenant en média marketing, d'autres vont être dans le divertissement, dans l'entertainment, d'autres. C'est énorme en fait.
et donc, du coup, en fin de compte, chacun est spécialisé dans son domaine particulier. Donc, du coup, moi, comment je m'informe aussi, c'est, tu as énormément de formations, en fin de compte, en ligne. Et ce qui se passe, c'est que normalement, il y a une énorme communauté, en fin de compte, Tu as autour des des exemples? machine learning. Tu as des exemples de Euh, formation ou... ouais, moi, personnellement, j'aime bien la plateforme Coursera. Ok, Il y a énormément tu peux avoir des certifications, de diplômes, et il y a énormément à apprendre sur Coursera. Ce qui est beau en fait, c'est que tout est gratuit en fin de compte sur Coursera. Après, si tu veux le diplôme, tu peux payer. En fin de compte, il y a un prix par mois. Il me semble que c'est 29 euros, dollars, je sais plus ok, exactement. c'est pas cher. Mais donc du coup, ouais, tu as Coursera. Ensuite, tu as EDX. C'est les deux que j'utilise. Après, je sais qu'il y a Udacity où j'ai jamais vraiment utilisé, mais ça existe aussi. Ouais, Euh, euh, donc voilà, quoi. Après, il y a aussi même Google qui propose en soi dans leur propre site et aussi sur Coursera des pour apprendre. En fin de compte, t'as des cours. Donc, t'as énormément de cours partout ok, et énormément aussi maintenant beaucoup de livres qui sont écrits autour de ça. ouais. Et donc, ouais, c'est comme ça que je regarde. Et aussi, il y a une plateforme en fait qui est très populaire qui s'appelle Kaggle. Et si Kaggle, tu veux, ouais. Kaggle, c'est des data science, competition data science. Pour être honnête, j'ai eu énormément de travail récemment, etc. Donc, j'ai pas pu mettre à 200% dessus, mais j'y compte cette année d'y aller. Ok, allez. Et tu dors à quel moment là? Tu vas, tu apprends. À quel moment tu dors entre le travail et puis Ouais. toute cette plateforme que tu viens de visiter? Il y a plein que je connaissais même pas, EDX, Audacity là que je prends en note là. Ouais, À quel moment tu dors? Parce que c'est quand même souvent les formations c'est des heures, hein. C'est ouais, des non, heures de formation, c'est 7 énormément heures. de commitment. Ouais. Ouais, en fait, comme tu dis, ouais, c'est la life balance, ça peut être difficile parfois parce que quand tu t'emballes enfin dans des cours et quand des fois tu travailles, c'est ça peut prendre énormément de temps en fin de compte mais c'est le temps que tu après le travail généralement j'essaye de prendre 2 heures de faire à peu près presque tous les jours ou 3 4 fois par semaine au minimum. Ouais. Mais c'est vrai après bon moi j'ai pas l'enfant mais j'ai une femme. Donc du coup, il faut trimer, partager son temps aussi avec le Je pense sport, qu'elle est etc. aussi et avoir une passionnée vie. du secteur, hein, ta femme. Elle aussi, elle Ouais, est. ouais, Ouais. elle est dans le secteur aussi Ouais, pour donc, une entreprise concurrente d'ailleurs. Et mais c'est vrai que ça demande énormément de sacrifices dans le sens où bon, il faut savoir jongler avec ses priorités et après il faut savoir juste prendre le temps d'essayer de le faire quand on peut après le travail et autres. Le tout il n'y a pas besoin de par exemple de mettre 5 heures tous les jours. C'est vraiment en fait d'être répétitif, même si c'est pas forcément des grosses heures, mais euh, ça vient d'être avec les constant. répétitions, etc. D'être Être constant, constant. voilà. Il faut La être constant. constance paye sur le long terme. Ouais. Ouais, il faut être constant. Vraiment très intéressant parce que c'est vrai que c'est des fois, je me dis, mais ah, et là, je veux apprendre ça, je veux apprendre ça, je veux connaître ça, mais on ne peut pas tout connaître. C'est vraiment, il faut, comme tu dis, il faut choisir ses batailles. Donc là, je vois, tu te spécialises dans tout ce qui est marketing, dont tu travailles, tu commences vraiment, tu deviens un expert dans ce domaine-là. Et avec le temps, tu as beaucoup plus d'opportunités, de facilités dans ce secteur-là. Il y a quelque chose qui m'a impressionné la dernière fois, c'est qu'avec tout ça, la dernière fois, je t'ai vu, tu es maintenant, félicitations, tu es maintenant certifié TensorFlow, c'est ça? Ah ouais, ah, exactement. Ouais. J'ai passé la certification. Je suis parti regarder aussi un peu sur Internet. Je dis, wow, c'est gros, mais c'est quoi concrètement TensorFlow et puis c'est quoi cette certification? Donc en fait, si tu veux, TensorFlow, c'est en fait si tu as tout ce qui est l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle en fait deep learning. En fin de compte, deep learning, c'est le fait de pouvoir, c'est un modèle en fait où ça va être neural network où tu vas avoir en fait un peu des patterns comme ils aiment ça, les neurones en fait du cerveau humain. Bon, c'est très imagé, c'est plus pour côté hype.
Mais disons en fin de compte que c'est une espèce d'algorithme en fait, et c'est tout ce qui est à la base en fait de l'intelligence artificielle. Et si tu veux, tu as des différentes façons de pouvoir appréhender ça. En fait, tu vas avoir par exemple PyTorch, tu peux avoir TensorFlow et d'autres. Et si tu veux, TensorFlow, en fait, ce compte, ça a été créé par Google. En fait, c'est des algorithmes qui ont été créés par Google et qui permettent justement en fait de travailler ce type de modèle. Et donc, si tu veux, en fin de compte, TensorFlow, la beauté, en fait, c'est représente en fait tout ça d'une manière assez simple et de pouvoir en fait créer des modèles d'intelligence artificielle avec TensorFlow. Donc, si tu veux, la certification tout simplement que j'ai passée, elle permet de pouvoir créer des modèles pour des time series analysis ou tout ce qui est NLP, Neural Language Processing. Donc, tout ce qui va être génération de texte, ça peut être génération d'images, mais NLP, c'est basé sur génération de texte, comprendre les textes, etc. Ça peut être, c'est vraiment en fait, c'est vraiment vaste. Et en fait, du coup, donc voilà, en fait, il y a tout cet apprentissage autour de TensorFlow qui est dédié, qui a été créé par Google, et d'où la certification. Ça t'a pris combien de temps? Parce que je suis parti regarder le programme, c'est assez lourd quand même, hein. Ça t'a pris combien de temps à... Ah, je sais exactement, je sais pas, mais ça m'a pris. Non, bah, en fait, quand j'ai décidé de passer la certification, je me suis dit, je vais m'entraîner un peu, repasser certaines vidéos. Ouais, Et du coup, mais j'avais déjà un apprentissage dessus. ok. Mais on va dire, j'ai pris un mois et demi, 2 mois, où je me suis dit, bon, Wow. je vais me mettre juste dans ça et passer la certification. Wow. Ça, c'est du commitment quand même en 2 mois. Parce que moi, si vous avez le temps, allez regarder un peu sur Internet. TensorFlow, c'est beaucoup de contenu. Et quand tu travailles à temps plein et que tu as une famille aussi, une femme, c'est en 2 mois, vraiment félicitations. Et ça a un coût ou bien c'est gratuit? Non, TensorFlow, c'est un coût. Alors, il me semble que pour le passé, c'était $100. Et c'est tout. Ensuite, les cours, tu peux les faire gratuitement sur Coursera pour apprendre. Ok. Ou mais finalement, tu vas quand même payer Coursera si tu veux accéder à tout ce qui est faire des tests, etc. Tu sais, des espèces de devoirs, d'exercices Ouais. euh, qui sont, si tu veux, ils te mettent toutes les vidéos pour toi apprendre. Mais Ok. ensuite, pour toi t'entraîner, faire des tests, c'est là où tu payes pour débloquer en fait ça et comme ça tu peux Avoir travailler le. dessus. Ouais. Mais même juste en faisant les cours, honnêtement, sans payer ni quoi que ce soit, juste en faisant les cours, tu peux passer la Tu peux avoir. certification. Ouais. Mais Ouais. c'est vraiment intéressant. Mais tu l'as passé. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises actuellement ou bien c'est parce que tu ambitionnes de l'utiliser ou c'est quelque chose que dans ton domaine est en demande beaucoup? Est-ce qu'on a besoin de l'avoir ou c'était quoi ton objectif? Non, si tu veux, là, globalement, tout de suite, est-ce que j'en ai besoin pour mon travail au jour le jour? Non, je n'en ai pas. Ok. J'ambitionne parce que faut jamais rester sur ses acquis. Et c'est Ouais. bien déjà, je suis une personne curieuse, donc tout simplement, j'avais envie de comprendre un peu plus ce type de modèle et comment ça fonctionne, etc. Et finalement, en fait, ça peut paraître très, très compliqué quand les gens en parlent, quand on explique, etc. Mais finalement, les modèles de base, savoir manipuler, c'est pas si compliqué que ça. Mhm. Et du coup, non, ouais, j'avais envie d'apprendre et de pouvoir l'utiliser pour moi, en fin Mhm. de compte, et jouer avec, etc., faire des choses intéressantes. Ouais, on voit la passion quand quand tu en parles et puis quand tu dis que tu es curieux, ben, moi ça m'étonne pas, hein. Quelqu'un qui part de Boulogne-sur-Mer, qui se trouve à Miami, là, c'est courageux de partir comme ça avec ton sac à dos de la France, Sydney, etc. On voit la passion et tu vis ta vie à fond. C'est vraiment intéressant Ouais. de voir ça et puis j'apprécie vraiment ce côté-là. Et on va peut-être rentrer dans la dernière phase un peu de cette interview-là. J'aimerais juste savoir si tu te vois où dans 3,
5 ans ou 2 ans? Comment tu te projettes? Qu'est-ce que tu as envie de faire concrètement en tant que data scientist? Ou peut-être que tu veux peut-être même quitter le secteur, je ne sais pas le domaine, mais c'est quoi ta vision? Ah, Si c'est tu une bonne avais le choix. question. Euh, 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 je t'avoue que c'est compliqué en fait, c'est dur à. C'est même. C'est Bah, en fait, compliqué, comme hein? je bouge tout le temps, je voyage, etc. Donc c'est très dur de savoir exactement ce que je veux faire, où je me vois. 5 ans, c'est long. Non, Dans deux en fin ans, de compte, dans deux je- ans, dans 2 ans. Euh... waouh, la question, elle Dur est, alors. je sais, elle est très, Ouais, très dure. ouais. Non, en fin de compte, j'aime bien en fait l'univers dans lequel j'évolue en ce moment, tout ce Ouais. qui est et là avec même ma prochaine entreprise. Donc, du coup, en fait, disons que dans 2 ans, je pense que je vais rester à peu près là où j'en suis. Tout ce qui est, ça peut être ce qui est média, marketing, entertainment. Ça me dérangerait pas de travailler par exemple pour des entreprises qui est euh, autour de la créativité et autour de euh, des data. En fin de compte, je pense que c'est un univers qui m'intéresse plus qu'en finance. Donc, je pense rester toujours dans cet univers. Mhm. Après, de 2 ans, dans 5 ans, c'est dur à répondre. On verra si jamais j'ai une idée qui me vient. C'est une Peut-être que je question créerai mon piège. entreprise Mais c'est ou ça, en je sais fait, pas. parce Mais qu'au fait, pour t'aider un peu à cette question, euh, c'est la question les pièges. Je te donne un exemple. Supposons que tu rencontres Jeff Bezos ou Elon Musk et puis il te donne 10 millions de dollars. Il dit, voilà, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Il te dit, lance dans le domaine technologique, lance quelque chose, une start-up, quelque chose, une idée que tu as. euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui te passerait par la tête? C'est 10 millions de dollars, hein, c'est là. Tu dois prendre, tu dois. j'ai des idées, mais je les dirai pas en ligne. Je les garde pour moi. Je veux pas de concurrence. Non, ouais, ensuite, ce serait je Lancer pense une que ce serait start-up, hein. ouais, ce serait de quoi créer quelque chose en fin de compte, ouais. Et Ouais. moi, je t'appellerai si jamais je mets ça en place. OK. Mais On ne partage pas les idées, là. non, mais j'ai des idées, Trop j'ai de. des trucs, Ouais. mais faut voir avec le temps, faut les laisser mature. Ouais. Non, je pense que dans ce secteur, il y a tellement beaucoup de choses à faire. Il y a Ah, beaucoup énormément. de données, comme tu disais tantôt, et puis les gens ne les utilisent pas. Tu sais, même maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui ont des API où tu peux te connecter directement à des données disponibles en ligne pour faire des choses. Donc, je trouve vraiment que c'est un domaine qui a de l'avenir. Et puis, je te comprends si tu veux. Moi, mais j'ai plein d'idées, mais bon, on ne partage pas ici. Il faut laisser, il faut laisser que ça prenne vraiment. Et puis, lorsqu'on a vraiment l'opportunité, c'est là, s'il y a des investisseurs sérieux, on veut faire quelque chose correctement, ben là, on peut partager et puis développer. Mm. Si par exemple, tu pouvais, comme là, tu ne peux pas te projeter il y a 5 ans, OK? Mais si par exemple, tu devrais revenir en arrière quand tu avais 18 ans, imagine quand tu avais 18 ans, euh, quel conseil tu donnerais aux jeunes Fessal, je ne sais pas où tu étais à Paris ou tu étais à Mhm. Boulogne-sur-Mer, quel conseil Bien. tu donnerais à ce jeune Fessal ou des Ouais. choses que tu ne ferais pas pareil ou des choses que tu ferais pareil, par exemple? Je suis issu de Lille, donc je vivais à Lille quand j'étais enfant. Et, c'est vrai qu'en fin de compte, je me dis que moi, j'ai dû passer par énormément niveau carrière, études, j'ai fait beaucoup de choses différentes en fin de compte. Mhm. Et des fois, je me pose la question, est-ce que si j'avais su, est-ce que ça aurait été plus vite ou plus facile tout de suite de me lancer dans une tendance en fin de compte? Et je pense que j'aurais jamais été satisfait dans le sens où si je me vois en arrière, si je m'étais dit ah bah écoute tu devrais faire ça, euh, j'aurais- il faut que je vois autre chose pour comprendre ce que je suis en train de faire. En fin de compte, il faut que je m'aperçois. Mais je pense que j'aurais pu m'éviter de pas de perdre de temps, mais j'aurais pu être directement dans ce domaine-là parce que j'aime vraiment en fait.
Si je pouvais donner en fin de compte, si je pouvais donner comment dire ça, des conseils, ce serait de dire, il y a énormément de, il y a énormément d'apprentissage gratuit en ligne en fin de compte. Il y a énormément de choses à faire le plus important en fait, c'est d'essayer de trouver sa voie, de ne pas perdre de temps. Et il y a énormément en fin de compte de disponibilité au niveau des contenus, comme je disais sur Coursera, EDX, etc. Et en fin de compte, si on a un objectif et un rêve, en fait, c'est d'y aller, c'est d'apprendre, c'est tous les jours en fin de compte d'essayer de changer en fin. Et sur le long terme, ça paye toujours en fait compte. Il y aura toujours des trucs qui vont s'ouvrir, toujours des portes qui vont s'ouvrir, et, il y aura toujours des possibilités. Et la vie, c'est pas juste un chemin en fait tout tracé. Enfin, si tu veux, comme tu disais, on est tous différents, on a tous des objectifs Exact. différents, on a tous des envies qui sont différentes. Et en fin de compte, c'est même d'apprendre au fur et à mesure du temps ce que l'on veut, ce qu'on recherche. Et donc voilà. Il y a une expression au Québec qui dit c'est plate. C'est plate, ça veut dire que c'est froid, dans le sens où moi, je pense que ta vie, elle a été pimentée. Ta vie, elle a été agrémentée de beaucoup d'expériences parce que tu as fait des études en sport, tu as fait des études en finance, tu as fait des études en management, tu as fait des études en data science et tu as vécu différents parcours. Tu sais, un peu comme moi, on a voyagé sur différents continents. Moi, je trouve que c'est l'ouverture d'esprit. C'est vraiment l'ouverture d'esprit que ça t'a apporté. Et j'aime bien la manière dont tu as répondu aux deux questions. C'est-à-dire que si c'était à refaire, est-ce que je le ferais pareil? Mais c'est en fonction aussi des opportunités que tu as évolué, en fonction de tes expériences que tu as fait tes choix. Et j'ai bien aimé aussi la manière dont tu as répondu la projection, parce que aussi la projection, c'est en fonction des opportunités que tu vas te diriger, etc. Donc, j'aime bien cette ouverture d'esprit-là qui n'est pas bornée qui n'est pas bornée à je reste juste sur une idée et puis je vais pas me je vais me borner sur une idée. J'aime beaucoup cette manière-là de procéder. Euh, si tu devrais, par exemple, dîner, ok, je te donne trois personnes avec qui tu devrais passer un dîner. Euh, pas de ta famille, hein, mais des personnes dans le secteur technologique. Qui est-ce que tu choisirais, par exemple? À trois personnes. Ouais, Ah, Elon Musk, Elon Musk, tu le l'aimes beaucoup? patron de Tesla. Ouais, je le respecte en tant qu'homme. Je pense qu'il est parti de pas grand-chose et il a fondé Tesla, qui est maintenant l'une des plus grosses compagnies au monde. Ensuite, avec SpaceX, c'est énorme ce qui a été fait, Ouais. des avancées technologiques. Je pense que la conversation... Et il a l'air super cool quand tu le vois en vidéo, etc. Ouais. Donc je pense que Tu as déjà vu Elon sa Musk... vidéo où il fumait Ouais, ouais, les cigares et puis il était vraiment. Ouais, 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 je pense que ça serait quelque chose de le rencontrer. ouais. Ouais. Ensuite, Tim Cook, Tim président Cook, ouais. d'Apple. Yeah. Ouais, ouais, savoir un peu comment, comment gérer une compagnie aussi énorme, euh, comment ça se passe dans sa vie, en fait. Savoir une semaine avec lui, comment ça tourne, en fin de compte. Ça doit être énorme. Exact. Ensuite, la dernière personne, la troisième, je pense que ce serait quand même financier. Je pense que si je pouvais, je prendrais Warren Buffett, Ok. juste pour voir un peu Bon choix. ses idées sur le macroéconomique global, comment il voit ça, etc. Ouais, ouais. J'ai investi un peu dans ces actions-là. J'ai pas acheté une action, mais j'ai acheté 0, et quelle Ouais, action parce que ça coûte cher. Mais c'est quelqu'un que j'admire aussi beaucoup, Warren Buffett. Et puis Elon Musk, moi, je le suis beaucoup parce que on peut être d'accord avec sa manière d'être, etc. Mais on peut ne pas être d'accord avec sa manière d'être. Mais dans le cadre de la vision qu'il a pour l'humanité, je trouve quand même que c'est une vision qui est poussée. Je pense que tu sois d'accord ou pas, il faut prendre le temps de voir ce qu'il fait, de comprendre ce qu'il fait
et de voir, il trace un peu les traces de l'avenir un peu de l'humanité quelque part, hein, parce que Hmm. aller dans l'espace, la manière dont avec SpaceX, il est en train de faire, de révolutionner au fait le voyage dans l'espace, c'est incroyable. Et puis, Tim Cook, c'est un très, très bon choix, ça. Donc, tu as du goût, tu as du goût. Je pense on se lance tranquillement vers la fin de notre podcast. Dis-moi, un jeune qui veut, par exemple, s'aventurer dans le domaine du data science, euh, qui est en train de faire des études ou qui n'est même pas dans le domaine ou qui fait du marketing ou fait de la finance, quel conseil tu pourrais comme donner à ce jeune-là s'il veut vraiment faire carrière dans ton secteur? Ouais. Bah écoute, faire carrière dans le secteur, pour être honnête, c'est faisable. Je veux dire, quoi qu'il arrive, même s'il est pas, ses études, elles sont pas forcément dans le secteur, etc. Comme tu dis, ça reste encore assez nouveau. Il y a énormément de choses à apprendre et à faire. Et je dirais tout simplement, en fait, s'auto-former en ligne, tout simplement. Il y a énormément pour apprendre, je pense, des langages de coding comme Python, par exemple. Tout ça, tu peux énormément, il y a énormément de sites internet pour apprendre. Ensuite, comme je disais, Coursera, edX, Udacity, d'autres. Et tu peux facilement t'auto-former en ligne. C'est pas comme il y a 10 ans ou il y a 20 ans où c'était pas possible. Même pour nos parents, c'était même pas envisageable. Exact. Même aujourd'hui, tu peux de chez toi, en plus pendant le Covid, tout le monde est plus ou moins bloqué chez soi, mais tu peux de chez toi apprendre et en fin de compte, tu peux t'auto-former et c'est juste d'avoir une certaine rigueur, d'avoir les bons contenus et d'apprendre. Et si je pouvais me permettre donc c'est pas mon livre, dans le sens où c'est pas moi qui l'ai créé, Ouais. mais il y a un livre qui est très simple en fin de compte pour vraiment débuter. Je sais pas si on arrive à le voir dans Hands-on ce qui machine est learning. tout ce qui est data science. J'ai envie de dire c'est le livre le plus liké et le plus utilisé. Et surtout quand tu débutes, ça te donne énormément de vues sur énormément d'algorithmes, pipelines, etc. Et c'est vraiment facilement expliqué et c'est en utilisant Python. C'est quoi le titre du livre et c'est qui l'auteur? Hands-on machine learning with sklearn and Keras and TensorFlow. Celui-là, c'est la seconde édition. Et Ouais. l'auteur, c'est Aurélien Guéron. OK. Donc, je remets si tu veux. Ouais. Oups, Ouais. ça. OK. OK. Je vais le trouver sur Internet et puis partager le lien Tu peux me dans le... l'avoir sur Internet en PDF si tu le Ah cherches oui. OK. correctement. Je J'aime peux même ça. t'envoyer le lien. Quand c'est gratuit, j'adore ça. Il y C'est a plein gratuit. de livres Ouais, comme ça, plein de livres comme ça la qui première sont... version, elle est sur PDF. Ouais, tu peux l'avoir. Ouais, il y a plein de livres comme ça en machine learning, data science qui sont gratuits. Euh, donc, on est un peu en train d'atteindre la fin. Est-ce que il y a quelque chose euh, que tu voudrais partager qu'on n'a pas peut-être abordé durant ces 1 heure d'interview ensemble? Un sujet que tu aimerais partager peut-être j'ai pas posé la question, mais Euh, Rien qui me vient en tête là tout de suite. Mais ok. non, je disais que à la rigueur, pour moi, le plus important de retirer de cette interview pour les jeunes qui désirent travailler dans ce domaine-là, c'est vraiment de s'auto-former, de pas baisser bras, de pas. Je sais que par exemple, il y a énormément quand on dit algorithme, quand on dit modélisation, etc. Des fois, ça fait peur en fin de compte. Mais en fin de compte, quand on commence à regarder et à apprendre, finalement, et qu'on dédiabolise en fin de compte tout ça, on se rend compte que c'est pas si compliqué, qu'il y a énormément de support, que c'est une grosse communauté sur Internet et qu'il y a énormément de support pour apprendre. C'est de s'auto-former. Il y a énormément de certifications créées que ce soit par Google, comme l'une que j'ai passée, TensorFlow, et d'autres certifications en fin de compte. Et, euh, et ensuite, par exemple, c'est facile de jouer sur Kaggle, faire des compétitions.
Et en fin de compte, pour une personne même qui n'a pas ses formations scolaires, etc., parce que ça reste encore récent, c'est pas toutes les écoles qui font des formations Exact, en computer exact. science, etc. C'est vraiment de voilà, s'auto-former, apprendre en ligne, essayer d'avoir une espèce de portefeuille en ligne ou de projets que vous avez conçus, etc., que Ouais, vous avez un peu développé. Et ça va vous donner en fait une crédibilité autour d'employeurs. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que maintenant avec Covid, les employeurs réalisent en fin de compte que maintenant on peut travailler de la maison, on n'est pas obligé de exact, vivre. Donc des fois, il y a même certains qui peuvent travailler du Canada pour des entreprises aux États-Unis, etc. Je sais exact. pas comment ça se passe dans tous les pays, mais et ça ouvre des portes pour les gens qui sont Ouais. intéressés. Mais c'est ça, comme je te disais la dernière fois, il y avait une compagnie aux États-Unis qui a contacté ma femme et tout pour travailler dans le domaine analytique. Donc, on a la possibilité de travailler un peu partout. Donc, et puis la possibilité d'apprendre facilement en ligne. Il y a beaucoup de ressources qui sont là gratuitement dans le domaine. Il ne faut pas avoir peur des termes, il ne faut pas avoir peur de machine learning, il ne faut pas avoir peur de deep learning parce que c'est des termes Power BI, Power Apps. Donc, le marketeur qui est en arrière, il crée les termes pour que ça soit percutant, pour que ça soit parlant. Mais quand tu commences par s'intéresser, ce n'est pas des notions qui sont très, très complexes à comprendre. Et l'objectif vraiment que j'ai à travers Noni School, c'est vraiment de vulgariser ces concepts-là, de vulgariser ces métiers-là, de le rendre accessible à tout le monde. Parce qu'il y a un gros challenge, par exemple, sur le continent africain que je vise beaucoup, c'est que c'est des formations comme ici aussi aux États-Unis qui est en train de se développer, mais les entreprises n'ont pas encore conscience du potentiel. Parce que déjà, il faut comprendre qu'il faut il faut stocker les données. Généralement, les gens travaillent sur des papiers ou des fichiers Excel. Donc, il faut avoir des bases de données, il faut créer des serveurs, faut qu'il y ait du big data pour faire du machine learning. Donc, il y a beaucoup de choses à préparer pour pouvoir mettre en place tout ça, mais on va travailler fort et à vulgariser la chose parce que plus de gens seront, plus il y aura des gens qui seront conscients des opportunités qu'il y a, plus on va pouvoir créer des opportunités pour les jeunes qui sont en train de se former en ligne, etc. Donc vraiment, je tenais à te remercier. Comment tu as trouvé l'exercice? Je sais qu'au début, tu étais un peu... mais comment tu as trouvé finalement Ouais, l'exercice c'est de podcast? plutôt décontracté. Non, c'est vrai que je suis trop humble pour m'appeler expert ou autre. Oh, mais tu Après, es un expert. Tu es un expert. si je peux partager mon expérience et ce que j'ai fait, etc., ça me fait plaisir. Ça peut faire réagir ou ça peut aider des personnes. Mais c'est vrai que je suis pas forcément le plus. Et en fait, je pense que c'est ça aussi des fois quand on travaille énormément sur son ordinateur et qu'on est là dans les détails techniques. Euh, des fois, on oublie en fait ce qui est côté un peu présentation, pouvoir gérer. Et donc ça m'a. Ouais. Mais non, ouais, c'est un bon exercice. Ça t'a un peu sorti de ta zone de Confort, ouais. confort, Ouais, des modèles et de l'ordinateur, du code et tout ouais, ça. clairement. Non, non, moi j'apprécie vraiment que tu aies pris, parce que comme je disais, il est 6 heures, 7 heures du matin chez toi, tu t'es réveillé depuis 6 heures pour ce podcast. Je te remercie vraiment pour le partage que tu as fait avec nous aujourd'hui sur la plateforme. Et puis, j'espère vraiment que c'est la première. Donc, c'est le premier podcast que je fais, le premier des premiers. Donc, premier de l'année, premier d'une série de podcasts que je prépare avec des experts. J'espère t'avoir encore plusieurs fois J'espère. donc sur la plateforme pour discuter d'autres sujets, peut-être d'actualité ou des sujets liés à tes projets, à ce que tu fais. Et je te souhaite vraiment du succès pour ton nouveau projet que tu commences lundi. Je t'envoie vraiment que des ondes positives et puis Merci, prends beaucoup soin de toi et merci encore une fois merci beaucoup pareillement. pour cette opportunité-là. Merci, c'était un vrai plaisir. Ouais, donc pour ceux qui se sont joints à l'appel, merci à vous aussi de vous être joints. On va publier donc le podcast, donc la discussion avec Féchal sur YouTube. Donc, vous aurez le temps de regarder ce qu'il a partagé avec nous. Vraiment très, très intéressant interview. On a passé par son parcours, c'est quoi son travail, comment est-ce qu'il est arrivé à ce métier de data science
et qu'est-ce qu'il fait au concret dans le domaine des médias. Il nous a partagé aussi un peu ses challenges donc dans le secteur. Il nous a partagé comment est-ce qu'un jeune qui a envie d'envisager une carrière dans le secteur, quelles sont les embûches à éviter et puis comment est-ce que la personne peut procéder. Et donc, je vous remercie donc tous d'être connectés et puis on reste connectés pour le prochain podcast qui sera annoncé sur LinkedIn et sur nos différentes plateformes. Et je vous souhaite un bon week-end, bon appétit à ceux qui sont en Afrique. Là, il doit être midi là-bas. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Féchal. Ciao, ciao. Merci. Ouais, Salut. salut. Ouais. Super partage donc avec Féchal aujourd'hui. Donc, j'ai été très, très honoré de partager ce moment avec lui. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi. Donc, restez connectés. C'est le premier podcast donc, d'une série de podcasts. Il va en avoir encore plein d'autres avec des experts dans plusieurs domaines, statistiques, mathématiques, dans plusieurs secteurs, médical, des professeurs, dans le domaine de télécom, des data scientists dans plusieurs secteurs. Et restez connectés, abonnez-vous à la chaîne et puis partagez avec les gens qui seront intéressés. Donc, ça fait toujours plaisir de vous avoir sur Nonye School. Et puis, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bye.